Ces trois crises-là, la crise de la justice, la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise de la démocratie, en fait, la croissance, le produit intérieur brut, ne nous permettent absolument pas de les voir et donc absolument pas de les atténuer. Si on est attaché à ces trois pans essentiels de ce qu'est une bonne vie, c'est-à-dire une société juste, des écosystèmes en bonne santé et une société dans laquelle les citoyens et les citoyennes sont égaux, eh bien, on est préoccupé par le fait que les sociétés, les économies soient gouvernées par des boussoles qui non seulement ne nous montrent pas ces directions, mais très souvent nous montrent le sud, c'est-à-dire la direction opposée en fait à celle qu'on tente de rejoindre. Je crois qu'il faut penser aux indicateurs économiques comme des boussoles qui nous permettent de nous repérer dans le monde. C'est-à-dire qu'un indicateur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen de valoriser ce à quoi nous sommes attachés, le moyen de nous représenter, de voir des choses qui nous importent. Donc il faut partir d'un point de départ très simple qui est qu'est-ce qui nous importe en 2020, qu'est-ce qui nous importe au début du XXIe siècle. Et le constat que je fais, avec beaucoup d'autres à vrai dire, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel on a à faire face à trois crises. Il y a trois choses auxquelles nous sommes très attachés qui se dégradent sous nos yeux. La première, c'est la justice sociale. Les inégalités augmentent selon des modalités diverses, à des rythmes divers, selon les pays et les régions, mais on sait que les inégalités de revenus, de richesse, mais aussi d'éducation, de santé, etc., ont augmenté fortement au cours des 30 dernières années et qu'on a une vraie dégradation de la justice sociale. Appelons ça la crise des inégalités. La deuxième chose à l'évidence quand on ouvre les yeux sur le monde de 2020, c'est les crises écologiques. Et ce qui est en train de se dégrader autour de nous, ce sont les écosystèmes, la biodiversité, le climat qui se dérègle, etc. Et qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, à partir du moment où on a le souci du futur, on ne peut pas détourner le regard de ces crises écologiques. Et la troisième chose qui se dégrade sous nos yeux, c'est la démocratie. Et là aussi, il y a un lien évidemment avec la justice sociale et les crises écologiques, ou plutôt le soin apporté aux écosystèmes. Et la démocratie est en train de connaître une crise extrêmement grave depuis environ le milieu des années 2000. On peut parler d'une véritable récession démocratique, si on voulait utiliser un terme économique, parce que donc on voit que à la fois les pays où la démocratie a été inventée, la Grèce, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, et puis les pays qui se dirigeaient vers la démocratie, mais sans y être complètement, comme les pays d'Europe centrale et orientale, comme un certain nombre de pays asiatiques, un certain nombre de pays africains, etc., se détournent de la démocratie. Donc la démocratie est en crise dans ses berceaux, et elle est en crise y compris dans les pays qui auraient pu faire le choix de la démocratie il y a encore une quinzaine d'années. Elle est en crise à peu près partout. Ces trois crises-là, la crise de la justice, la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise de la démocratie, en fait, la croissance, le produit intérieur brut, ne nous permettent absolument pas de les voir et donc absolument pas de les atténuer. Et donc la réponse très simple, c'est que si on est attaché à ces trois pans essentiels de ce qu'est une bonne vie, c'est-à-dire une société juste, des écosystèmes en bonne santé et une société dans laquelle les citoyens et les citoyennes sont égaux, eh bien, on est préoccupé par le fait que les sociétés, les économies soient gouvernées par des boussoles qui non seulement ne nous montrent pas ces directions, mais très souvent nous montrent le sud, c'est-à-dire la direction opposée en fait à celle qu'on tente de rejoindre. C'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de regarder les chiffres, si on s'en donne la peine, pour voir que c'est pas vrai. La croissance ne conduit pas à la démocratie. Vous avez des pays avec des très forts taux de croissance et des très forts niveaux de PIB par habitant qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas en passe de le devenir, au hasard l'Arabie Saoudite. Voilà. Il y a d'autres pays comme la Chine qui ont des taux de croissance qui sont très élevés, qui s'éloignent absolument de la démocratie, qui ne s'en rapprochent pas. La Chine est en train de connaître une évolution extrêmement préoccupante du point de vue des libertés civiles et des droits politiques, et déjà, elle ne partait pas de bien haut en la matière. Vous avez des pays dans lesquels la démocratie
démocratie est attaquée de façon extrêmement violente, comme les États-Unis, avec des taux de croissance à 3%. Voilà, donc c'est tout simplement faux. C'est-à-dire, mais c'est un argument très puissant. Il y avait un livre il y a quelques années d'un économiste d'Harvard qui s'appelait Les conséquences morales de la croissance. C'est-à-dire, il allait jusqu'à dire que la croissance économique était bonne moralement, ce qui est un retournement complet, en fait, du raisonnement tel qu'on peut le pratiquer quand on fait de la philosophie morale. Donc, si vous voulez, c'est tout simplement faux, c'est-à-dire que la croissance ne conduit pas à la démocratie. La croissance réduit les inégalités, c'est également faux. C'est-à-dire que vous avez depuis 30 ans un PIB qui a augmenté de façon extrêmement importante avec des inégalités qui ont littéralement explosé. Je veux dire, ne serait-ce que depuis 1990, le PIB, le produit intérieur brut mondial, a augmenté de 350%. Bon, les études dont on dispose, les chiffres dont on dispose, montrent que les inégalités dans le même temps ont progressé dans beaucoup de pays de la planète. Pas tous, et à des rythmes différents, mais ça a progressé. Donc c'est empiriquement faux de dire que la croissance réduit les inégalités. Et puis alors, quant à penser que la croissance va résoudre les crises écologiques, bon là, il faut être non seulement aveugle sur la réalité des données, mais il faut en plus être idéologue. C'est-à-dire il faut vraiment se persuader que ce que l'on voit est le contraire, véritablement, ou plutôt que ce que l'on croit est le contraire absolu de ce que disent les chiffres. On a absolument un monde dans lequel vous avez un PIB mondial qui a augmenté de façon très importante et des émissions de CO2 qui sont indexées sur la croissance, qui ont donc progressé très fortement, une biodiversité qui s'effondre, des écosystèmes qui sont extrêmement dégradés. Donc voilà, donc tout simplement c'est faux. Je crois que la transition, en fait, toute transition oblige à se poser 3 questions qui sont des questions fondamentales. La première question, c'est pourquoi est-ce que le monde dans lequel on vit n'est plus souhaitable? Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Ensuite, quel monde on veut? Et ensuite, comment on passe du monde que l'on ne veut plus au monde que l'on désire? La transition du bien-être affirme que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne met pas le bien-être au centre. Le bien-être humain, entendu comme le bien-être ici et maintenant et le bien-être demain et ailleurs, ce bien-être humain n'est pas mis au centre. Dans un pays comme la France, il est parfaitement clair que la dimension la plus importante du bien-être pour les Français quand on les interroge, qui est la santé n'est pas une priorité aujourd'hui de l'action publique. Au contraire, on impose au système de santé des impératifs qui sont des impératifs d'austérité dictés par le fait de vouloir augmenter la croissance économique ou de respecter des équilibres comptables pour respecter des équilibres entre croissance économique et déficit public, par exemple. Donc c'est le contraire qu'on fait. On met en place en France des politiques qui sont des politiques antisanitaires, anti-santé, alors même que les Français disent que la santé est la dimension la plus importante de leur bien-être. Donc le monde actuel, j'ai pris l'exemple de la France, on pourrait prendre l'exemple de multiples pays, n'est pas un monde dans lequel le bien-être humain est mis au centre. Donc ça, c'est un problème, et il faut le reconnaître. Ensuite, on voudrait un monde dans lequel le bien-être humain serait au centre. C'est quoi le bien-être humain? C'est à la fois la pluralité de ce qui fait qu'une vie est heureuse et réussie, la santé, l'éducation, le revenu évidemment en fait partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, la confiance, le niveau de la justice sociale, la qualité de la démocratie, la qualité des infrastructures, des réseaux de transport par exemple, l'accès à l'énergie, voilà, les institutions, et puis après tous les éléments qui ont trait à la qualité de l'environnement. Donc ça, c'est le bien-être aujourd'hui. Après, il y a la résilience du bien-être, c'est-à-dire le fait que le bien-être puisse supporter des chocs, comme par exemple le changement climatique. Donc est-ce qu'on peut supporter en France des étés caniculaires à 45 degrés chaque année sans perdre des dizaines de milliers de gens au fur et à mesure? Et puis après, il y a la soutenabilité qui est indépendamment même des chocs, comme les canicules. Est-ce qu'on peut trouver un moyen d'articuler le bien-être humain et la biosphère de sorte qu'on arrête ce système totalement absurde qui est que le bien-être humain détruit la biosphère qui conditionne le bien-être humain. Donc le bien-être humain détruit le bien-être humain, concrètement. Voilà. Donc tout simplement, c'est de dire, voilà, essayons de mettre ces 3 horizons-là, de viser ces 3 horizons-là comme le monde que l'on voudrait. Et puis après, il faut construire des politiques du monde indésirable vers le monde souhaitable. Donc essayez de voir comment on peut trouver des moyens d'inscrire ces indicateurs de bien-être au cœur des politiques publiques pour qu'on ne se réveille pas dans 10 ans en disant que le monde qu'on a construit est un monde invivable et qu'en fait, ce n'était pas le monde qu'on voulait. Donc comment, par exemple, en France, quand on vote le budget, comment dans une ville comme Paris, Grenoble et Bordeaux, quand on vote le budget, comment dans l'Union européenne, quand on vote le budget, avec quels indicateurs on le fait? Et ce que je préconise tout simplement dans ce livre, c'est de dire donnons-nous des indicateurs de bien-être pour chaque décision budgétaire que nous prenons à tous les niveaux de gouvernement. Et on a une chance à ce moment-là de réussir effectivement cette transition.
Je crois qu'il faut repartir en fait de l'histoire, c'est-à-dire que les périodes historiques qui donnent naissance à des indicateurs sont très intéressantes. Par exemple, on a parlé de l'invention du chômage, le moment où on a inventé le chômage et pourquoi on a inventé le chômage comme catégorie en référence au capitalisme industriel du début du XXe siècle. Alors l'invention de la croissance en tant que telle, c'est d'abord les années 30 et le moment où on essaye aux États-Unis de prendre la mesure de la Grande Dépression, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que le PIB est un indicateur de crise et de dépression, pas un indicateur de développement. Et puis après, c'est vraiment la période de la croissance industrielle, de la reconstruction de beaucoup de pays, dont la France. Relisez les mémoires du général de Gaulle pour voir dans quel état la France était en 1945. Et cette reconstruction et cette croissance industrielle correspond bien à ce que mesure le PIB, c'est-à-dire les biens et les services qui ont une valeur monétaire sur des marchés. Et au fond, la croissance industrielle, en effet, il fallait, et de ce point de vue-là, ça augmentait le bien-être, si je puis dire, parce que effectivement, avoir accès à toutes sortes de ressources, et c'est évidemment utile dans ces périodes-là. À l'époque, on ne pensait pas, ou en tout cas on n'avait pas du tout conscience du fait qu'on était en train de détruire les écosystèmes et qu'on en paierait un lourd prix en termes de bien-être. On n'était pas conscient du fait que l'économie de service allait remplacer l'économie industrielle, etc., etc. Donc le PIB, c'est un indicateur de son temps. Et son temps, c'est les années 50. C'est-à-dire que ça fait déjà quand même longtemps. C'est déjà un monde qui est dépassé depuis très très longtemps, les années 50. Et donc les années 50, effectivement, ça marche bien, il y a une espèce d'alignement des courbes où vous avez la croissance industrielle qui, bon an mal an, assure des salaires, parce qu'on est dans des sociétés faiblement inégalitaires, avec des structures sociales qui sont fortes et qui encadrent le marché concrètement, l'État-providence, etc. Et puis la question écologique qui finalement n'est pas visible. Donc un alignement en quelque sorte de l'économique et du social, et une absence de l'écologie. Bon, le monde aujourd'hui est complètement différent, si vous voulez. Il y a un désalignement complet de l'économie et du social, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre économie et avoir des inégalités qui explosent et une société qui se balkanise et qui se désintègre comme la société américaine. Et puis l'écologie est clairement au centre désormais. Elle n'est plus du tout invisible, elle est partout visible. Il suffit de regarder l'Australie, l'été en France, elle est là. L'écologie, on ne peut plus, une fois de plus, regarder ailleurs. Donc voilà, le PIB est un indicateur de son temps et les temps ont changé. Et donc il faut changer d'indicateur. Non, clairement, ça ne suffira pas. Et d'ailleurs, le terme d'indicateur rebute beaucoup de gens parce que, grosso modo, quand les gens entendent indicateur, ils ont envie de prendre leurs jambes à leur cou, ils ne savent pas ce que c'est très technique, c'est pas sexy, enfin voilà. Donc évidemment que cette idée de changer d'indicateur n'a de sens que dans un récit, dans un nouveau récit que moi j'ai appelé le récit social-écologique, c'est-à-dire dans un monde dans lequel on dit que les questions sociales et les questions écologiques sont imbriquées et doivent être notre nouvel horizon, et que effectivement, à ce moment-là, ça a du sens de vouloir se doter de nouvelles manières de voir le monde. Mais pour ça, il faut un nouveau récit, c'est-à-dire il faut vouloir le monde, il faut vouloir le comprendre et il faut qu'il ait du sens. Et il n'aura pas du sens simplement parce que 3 experts dans une pièce auront décidé qu'ils allaient faire un anti-PIB ou un contre-PIB ou un PIB 2.0 ou 5.6. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il faut associer les citoyens et les citoyennes à la construction de cette mesure du bien-être, de ces nouvelles boussoles du bien-être. Peut-être que le terme de boussole du bien-être est mieux choisi que le terme d'indicateur, même si le terme d'indicateur est celui qui prime dans la littérature. Et bien sûr, c'est le plus important, c'est pas seulement d'encastrer la question du changement de boussole dans un changement de récit, c'est d'y associer les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire d'avoir un vrai processus démocratique dans le fait de définir le bien-être, ce qu'il doit être, etc. Et c'est vrai au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Donc à la fois, il faut encastrer cette question dans un impératif de démocratie et il faut l'inscrire dans un récit plus général qui est le monde du XXIe siècle dans lequel, une fois de plus, la question sociale et la question écologique sont fondamentalement imbriquées et les logiques économiques sont au fond de plus en plus étrangères aux questions sociales et écologiques. Finalement, comme je disais tout à l'heure,
le social et l'économie étaient alignés et puis l'écologie était invisible, aujourd'hui on a le sentiment que le social et l'écologie sont alignés, tandis que l'économie en fait vit une vie quasiment autonome par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport en fait entre les logiques financières, boursières, de croissance, etc., de profit, et le monde écologique et social qui est celui de la très vaste majorité des habitants de la planète. En fait, très simplement, il y a deux façons dont ça se passe. La première façon, c'est l'obsession de la croissance, c'est-à-dire que vous allez tout miser toutes vos ressources là-dessus et négliger le reste. Donc il y a une espèce de faute par omission, c'est-à-dire que parce que vous allez, par exemple, décider, si vous êtes le président des États-Unis en 2017, républicain, qu'il faut massivement baisser les impôts pour les plus riches, puisque c'est vrai que les plus riches américains sont nécessiteux, et donc la priorité absolue, c'est surtout de prendre de l'argent aux classes moyennes et aux pauvres pour les redistribuer vers les plus riches, qui vont s'acheter le 17e yacht et le 18e hélicoptère. Donc si vous pensez que ça, c'est la priorité, du coup, vous allez fatalement avoir moins de ressources pour le reste. C'est-à-dire que du coup, faire une vraie réforme de la santé aux États-Unis qui réintègre les 50 millions d'Américains qui en sont toujours exclus, faire en sorte que le système éducatif public puisse retrouver ce qu'il était encore au début du XXe siècle et même dans les années 50 ou 60, le fait de construire des protections efficaces contre le changement climatique, tout ça, effectivement, vous n'aurez plus de ressources pour le faire. Donc, par exemple, ou si vous décidez que votre obsession identitaire va faire que vous allez vouloir construire des murs. Si vous voulez construire des murs, vous n'aurez plus de ressources pour construire des digues, par exemple. Et les digues, elles sont très importantes aujourd'hui aux États-Unis parce que vous avez des dizaines de millions de personnes qui sont soumises chaque printemps à des crues de plus en plus fortes des grands fleuves américains du fait du changement climatique. Donc, par exemple, voilà, ça c'est simplement par omission. Si vous oubliez ces dimensions au profit et que vous les mutilez, que vous les sacrifiez au profit d'une seule dimension qu'est la croissance, vous allez tout simplement passer à côté du sujet. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, c'est par commission, c'est une faute par commission. Si vous faites de la croissance aujourd'hui, sachant que l'énergie mondiale est à 80% une énergie fossile, vous faites des émissions de CO2. Donc si vous faites de la croissance aujourd'hui, dans l'état actuel des systèmes économiques, concrètement, vous faites de la maladie. Vous détruisez la santé. Parce qu'on sait aujourd'hui, par les meilleurs spécialistes de médecine du monde, que le changement climatique est un immense défi sanitaire. C'est-à-dire que le changement climatique met en mouvement en fait des quantités de maladies, à la fois directes et indirectes. Et qu'il y a un lien parfaitement clair entre la dégradation de la santé et le dérèglement du climat. Voilà. Ou plus exactement entre le dérèglement du climat et la dégradation de la santé. Donc si vous faites des émissions de CO2 du fait de la croissance que vous voulez absolument avoir, et que ces émissions de CO2 dérèglent le climat, ce dérèglement du climat va dégrader la santé. Donc il y a un lien direct entre l'augmentation de la croissance et la destruction de la santé. Nous sommes dans un âge qui est un nouvel âge du capitalisme financier, qui est le capitalisme financier numérique ou le capitalisme financier tech. D'accord ? La croissance aujourd'hui, par exemple, des entreprises en termes de cours de bourse, Apple, Google, etc., d'une partie substantielle de l'économie californienne, qui est elle-même la 5e puissance du monde en termes de PIB, justement, vient de la tech, de la Silicon Valley, du numérique. Donc il y a beaucoup de la croissance actuelle qui dépend de cette industrie numérique. Il se trouve que le développement de cette industrie numérique produit deux dégâts absolument majeurs. Il y avait deux promesses quand on a fait la transition numérique, quand on a commencé dès le début des années 90. Le premier crack boursier du numérique, c'est 2001. D'accord ? Donc c'était déjà il y a presque 20 ans. Donc ça fait 30 ans qu'on est dans la transition numérique. Bon. Mais elle s'est grandement accélérée. Il y avait deux promesses. La première promesse, c'était la dématérialisation des économies. Le fait qu'on allait utiliser moins de ressources naturelles, faire moins de dégâts environnementaux du fait du numérique. Et la deuxième promesse, c'était l'accélération de la coopération sociale. On allait avoir des réseaux qui allaient être plus denses entre les êtres humains du point de vue du fait du numérique. Ces deux promesses-là sont entièrement trahies. C'est-à-dire qu'on a des systèmes économiques qui n'ont jamais été aussi matérialistes, qui n'ont jamais autant consommé de ressources naturelles, et chaque innovation technologique, chaque innovation numérique a aggravé encore la consommation de ressources naturelles, exactement l'inverse de ce qui avait été prédit, et les flux de transport et les flux de marchandises, etc., n'ont jamais été aussi élevés. Et de l'autre côté, on observe
que l'hyperconnexion numérique conduit à une déconnexion sociale. On observe, par exemple aux États-Unis, qu'à mesure que les jeunes consomment des réseaux sociaux, du SMS et du jeu vidéo, ils dorment de moins en moins et ils ont de moins en moins de réseaux de sociabilité. Donc, on a une hyperconnexion numérique et une dégradation du lien social et un développement de l'isolement social. Et ce qui est frappant, c'est que par exemple dans un pays comme la France, ça ne touche plus, comme on le penserait naturellement, les personnes âgées. On dit en vieillissant, on perd ses amis, ses réseaux de sociabilité, etc. Et donc on est de plus en plus exclu de la société. C'est en un sens le sens de la vie, si on veut, le cycle de vie de la solitude. Sauf que là, en fait, on a des jeunes qui sont touchés par l'isolement social. Et donc on a le paradoxe d'avoir une jeunesse qui est à la fois hyper connectée et en même temps déconnectée. Voilà. Et ça, typiquement, vous ne le voyez pas si vous êtes uniquement centré sur la question de la croissance qui est amenée par le numérique. Et alors, quant à la question écologique, évidemment, là, on est dans l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un système comme Amazon Prime est un système d'invisibilisation du coût écologique. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez être livré, donc maintenant à New York, on peut être livré, enfin à Manhattan, dans l'heure qui suit. Et donc, vous ne payez plus du tout le coût écologique de votre action. C'est-à-dire votre désir de consommation ne connaît aucune entrave en termes de déplacement, de choses, etc. Alors qu'il s'agit d'aller mobiliser un entrepôt quelque part en Chine pour le faire venir à l'autre bout de la planète et pour le livrer sur votre palier. Que tout ça, évidemment, a un coût écologique qui est faramineux. Donc voilà, donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est concentré sur l'apport en croissance de ce nouveau relais de croissance que serait le numérique et sans voir du tout les dégâts que ça fait en matière écologique et en matière sociale. Le problème, si vous voulez, c'est que le capitalisme en tant que tel, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a des formes de capitalisme depuis peut-être le XIIIe siècle, au minimum le XVIe siècle, et assurément depuis le XIXe siècle, des formes de capitalisme, donc à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que dans le temps, le capitalisme suédois du début du XXe siècle n'est pas du tout le même que celui de la fin du XXe siècle, et notamment parce qu'on a rajouté l'État-providence entre-temps, et que ça change tout, concrètement. Et de l'autre côté, parce que la Suède, la France, les États-Unis, l'Inde, etc., ne sont pas du tout des capitalismes similaires. Donc l'idée de sortir, pour sortir du capitalisme, il faudrait pouvoir définir le capitalisme, concrètement. Et ensuite, il faudrait pouvoir définir de quoi on veut précisément sortir. Est-ce qu'on veut sortir du libéralisme économique, de la liberté de faire des choix de consommation, de production, d'innovation? Est-ce qu'on veut sortir de l'économie de marché, le fait d'avoir des transactions sur des marchés plus ou moins libres? Est-ce qu'on veut sortir du néolibéralisme, le système dans lequel l'État se met au service du marché, ce qui est le cas aujourd'hui en France, avec un État qui va déstabiliser le modèle social au nom du marché? Donc voilà, toutes ces questions-là, si vous voulez, dans l'idée générale de sortie du capitalisme, sont un petit peu mélangées et très confuses. Donc il faudrait des définitions claires de ce qu'est le capitalisme. Il faudrait retourner à Brodel sur la définition du capitalisme indépendant de l'économie de marché comme manipulation des symboles monétaires et de profondeur temporelle. Il faudrait retourner à Marx avec l'idée de la dissociation entre la propriété des moyens de production et le travail, et donc cette condition du travailleur comme ne possédant pas ses outils de production et ne possédant pas le produit de la production. Il faudrait retourner à Polanyi pour montrer que le capitalisme, c'est la marchandisation de la monnaie, du travail et de la terre et des ressources naturelles, et à ce moment-là, on pourrait commencer à avoir une conversation. Mais si le débat est posé en termes de sortie du capitalisme avec un grand C, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la croissance, je sais ce que c'est. C'est-à-dire que je sais ce qu'est la croissance. La croissance qui est l'augmentation réelle du PIB par année ou par trimestre, je sais ce que c'est, je sais quel rôle exact ça occupe dans les systèmes de décision économique, et donc sortir de la croissance, pour moi, ça a un sens. Sortir du capitalisme, tout simplement, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre question, qui est que si on regarde dans le monde, les pays, un certain nombre d'exemples de pays, et le lien capitalisme-croissance, les choses ne sont pas claires. C'est-à-dire que si on regarde le Japon, c'est un pays qui est sorti de la croissance, qui est resté largement capitaliste. Le Japon a fait pendant 30 ans 7% de croissance, puis il a fait 1% de croissance depuis 30 ans, et il est absolument toujours capitaliste. Donc ça veut dire qu'on peut sortir de la croissance sans sortir du capitalisme. La Chine n'est pas un pays capitaliste pour moi, elle est de moins en moins, et c'est un pays qui a conduit la plus grande expérience de croissance de l'histoire de l'humanité, 40 ans de croissance à 10% de croissance par an pour 15% de l'humanité, avec d'ailleurs des conséquences tout à fait claires en termes de limites de ce que peut donner la croissance. Et puis, donc vous pouvez être concrètement croissanciste sans être capitaliste et faire des dégâts énormes sur les écosystèmes sans pour autant être capitaliste. Et puis, et l'URSS l'avait prouvé avant la Chine, et puis les pays nordiques sont des pays capitalistes
qui, pour autant, sont en train de sortir de la croissance. La Finlande et l'Islande, en 2019, sont des pays qui disent qu'ils vont mettre le bien-être au centre de leur politique publique. On peut décider de ne pas les croire, mais il se trouve que les pays nordiques sont les pays les plus proches de ce que j'appelle la transition du bien-être. C'est des pays dans lesquels on essaye d'avoir un équilibre qui est quand même assez convaincant entre d'un côté le dynamisme économique, je sais pas, les créations d'emplois, etc., ou le niveau des salaires, la justice sociale, et puis le respect des écosystèmes. Donc ces pays-là sont capitalistes, ils n'ont aucune intention de ne plus l'être, et pourtant ils sont en train implicitement ou explicitement de sortir de la croissance. Donc y compris du point de vue empirique, ce lien n'est pas clair. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas convaincu par cette idée que la priorité c'est la stratégie du capitalisme. Et puis il y a enfin un dernier point, qui est que si on dit qu'on est en 2020, qu'on a 10 ans pour changer les systèmes économiques, les structures de consommation et de production, et que la sortie de la croissance est absolument fondamentale sur ce chemin, ça va être très compliqué de sortir du capitalisme en 10 ans. Enfin, si quelqu'un a une solution pour le faire, moi je suis tout oui. Mais je trouve que c'est plus pratique de vouloir sortir de la croissance que de vouloir sortir du capitalisme. Mais peut-être qu'effectivement, je me trompe. C'est compliqué de réaliser la sortie de la croissance. Ça n'a rien de simple. Sortir du capitalisme, c'est un horizon très très lointain, mais sortir de la croissance, c'est pas facile. L'Union européenne est une région qui est profondément marquée par le néolibéralisme et marquée par la discipline budgétaire en pourcentage de la croissance. C'est comme ça qu'on a réussi à vendre le projet européen au peuple en leur expliquant qu'on allait domestiquer la puissance politique par les liens économiques et que l'économie primerait toujours sur le politique et c'est ce qui ferait qu'on éviterait la guerre. Donc il y a des raisons très profondes pour lesquelles l'Europe est économique avant d'être politique et même elle est plus économique que politique. Et puis c'est aussi une façon de dire qu'on va gouverner ensemble des États qui, pour le reste, sont très différents les uns des autres, mais qui se retrouvent sur cette idée de la stabilité et de la croissance. Donc c'est compliqué de sortir de ça. Il n'empêche que c'est un piège mortel, c'est-à-dire que l'Europe est en train concrètement de se désintégrer sous nos yeux. Le Brexit est la première étape de la déconstruction européenne, il y en a d'autres qui attendent l'Europe sur le chemin si elle ne change pas radicalement son modèle. Pourquoi ? Parce que l'Europe est une région dans laquelle, grosso modo, les règles de discipline budgétaire sont en train de venir à bout des modèles sociaux. Voilà. Et que ça, évidemment, c'est une catastrophe démocratique et ça explique largement le fait que des partis dits populistes se développent partout dans l'Union européenne pour précisément, et leur particularité, c'est d'être anti-européens. Bon. Donc il faut trouver un nouveau projet de société, un nouveau souffle, un nouvel horizon pour l'Union européenne parce que sinon, elle va tout simplement se désintégrer. C'est une puissance politique jeune et elle n'est pas éternelle. C'est absolument clair. Elle est mortelle. Est-ce que l'Europe peut changer ? La nouvelle Commission européenne, dirigée pour la première fois par une femme, a proposé comme premier programme, son acte fondateur, c'est le Pacte vert européen, c'est-à-dire une stratégie écologique. Dans les 100 premiers jours, c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. Alors, il se trouve qu'on peut critiquer fortement le Pacte vert européen sur ses insuffisances, sur le problème des indicateurs qu'il utilise. La Commission européenne le définit comme une nouvelle stratégie de croissance, donc on voit bien qu'il y a un problème encore et il y a en quelque sorte une économie du XXe siècle présente dans ce projet, mais il n'empêche que c'est quand même encourageant de ce point de vue-là. C'est le signe qu'en fait des changements importants et profonds sont en train de se passer. Alors il y a une bataille à mener. La bataille, c'est qu'il faut en finir avec le pacte de stabilité et croissance, il faut en finir avec ces indicateurs de discipline en pourcentage de la croissance qui étouffent le projet européen, ils sont en train de le tuer, et il faut leur substituer des indicateurs de bien-être. C'est le débat qui se déroule en ce moment au Parlement européen sur la réforme de ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire le fait concrètement de dire ce qui va guider les États membres et ce qui va faire Europe, ce sont des indicateurs de coopération et pas de concurrence fiscale et sociale à mort, ce sont des indicateurs de bien-être humain et pas de croissance économique totalement illusoire, ce sont des indicateurs de préservation des écosystèmes et pas d'un probable découplage entre une croissance économique qui peut augmenter à l'infini dès lors qu'elle augmente plus vite que les dégâts environnementaux. Voilà, donc ça, une vraie bataille à mener. Et dans le livre, moi, je fais des propositions et je tente de les défendre dans le débat public européen pour qu'on avance là-dessus. Mais est-ce que l'Europe peut changer et être le continent de la transition du bien-être ? Oui, c'est la vocation historique de l'Union européenne. C'est là qu'on a inventé la notion de bien-être.
Le welfare, c'est en Europe que ça a été inventé. À la fin du 19e siècle, on a choisi de considérer que la valeur suprême, c'était le welfare, c'était le bien-être. Et on a mis en place des systèmes qui sont des systèmes colossaux d'amélioration du bien-être, d'éducation, de santé, etc. Il n'y a qu'à regarder la France que représente le système dont le gouvernement actuel veut la peau, qui est la santé et la retraite. Ça représente des sommes et des montants énormes et qui sont des montants de justice sociale. Voilà. Donc il y a toutes les raisons pour lesquelles l'Europe peut vouloir renouer avec cette vocation d'être tout simplement le pays du bien-être. Le bien-être n'est pas la priorité de ce gouvernement. La priorité de ce gouvernement, c'est la finance, les startups, les cours de bourse, la compétitivité, l'attractivité. Donc autant de concepts qui sont des concepts de l'économie du XXe siècle. Ça n'a rien du tout de nouveau. C'est des choses qui sont éculées, dépassées, complètement datées. En revanche, quand on décide armé de ces concepts, d'attaquer des politiques qui sont des politiques de bien-être comme la santé, l'éducation, les retraites, l'hôpital public, etc., ça fait des dégâts absolument considérables. Donc oui, c'est une phase indéniable de régression historique. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que nous sommes au pic, au fait de cette néolibéralisation de la France qui a commencé il y a bien longtemps, mais qui a notamment commencé avec la commission Attali, dont l'actuel président était le secrétaire, qui a rédigé le rapport, qui s'est aggravé avec la présidence de François Hollande et avant lui de Nicolas Sarkozy, mais particulièrement de François Hollande, et qui aujourd'hui conduit au fait que tout simplement l'État décide d'attaquer le modèle social de façon franche et directe. Bon, donc on est très clairement dans une phase de régression historique, et c'est dans ces moments-là qu'il faut rappeler l'essentiel. C'est dans ces moments-là qu'il faut avoir comme idée fondamentale que c'est le bien-être humain qui compte, parce que sinon, en fait, vous vivez dans un monde d'illusions, c'est-à-dire qu'avec des politiques comme ça, on peut augmenter la croissance économique. Rien ne dit que la croissance économique n'augmentera pas. Vous pouvez faire augmenter le PIB en faisant augmenter les inégalités. Si vous privatisez l'intégralité de la santé publique en France, ça fera augmenter le PIB. Si vous privatisez l'intégralité du système des retraites en France, ça fera augmenter le PIB. Par contre, ce que vous allez perdre, c'est le bien-être et c'est la justice, parce que vous aurez des systèmes qui seront profondément inefficaces. Parce qu'en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que l'efficacité économique promise est une plaisanterie. Il n'y a qu'à voir le système de santé aux États-Unis, qui est profondément inefficace du point de vue économique. C'est-à-dire si on fait le strict rapport coût-bénéfice entre ce que ça coûte et l'efficacité du système, c'est un des systèmes les plus inefficaces au monde. Donc si c'est ça l'efficacité économique qu'on nous vend, si vous voulez, et que pour ça on sacrifie le bien-être humain, il y a quand même un énorme problème. Au niveau européen, la clé, c'est vraiment de passer d'une logique de concurrence fiscale et sociale à mort à une logique de coopération. Donc, par exemple, faire des indicateurs d'harmonisation fiscale plutôt que des indicateurs qui permettent d'avoir une concurrence sur ces sujets-là, d'harmonisation sociale, de progresser là-dessus, de définir ce que seraient en fait des niveaux minima de coopération sociale en Europe, de niveau de vie, etc., et qui ferait qu'on s'aligne dessus plutôt que d'avoir des pays qui tentent de détruire leurs modèles sociaux pour gagner en compétitivité économique. Bien sûr des indicateurs de bien-être, à commencer par la santé et le lien avec l'environnement, c'est-à-dire la préservation des écosystèmes en lien avec la question de la santé, donc des indicateurs aussi d'inégalité environnementale, de justice appliquée aux questions d'environnement, des indicateurs de préservation des écosystèmes. Il y a des stratégies européennes qui marchent, par exemple de préservation de la biodiversité. On a réussi à ramener à la vie un certain nombre d'espèces avec un réseau important qui est le réseau Natura 2000 qui permet de sanctuariser un certain nombre qui est le plus grand réseau international de protection de la biodiversité. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire de ça aussi un indicateur commun au niveau européen, de la manière dont les États européens s'impliquent dans ce réseau-là. Donc au niveau européen, il y a plein de choses à faire en lien avec l'histoire européenne et avec les problèmes actuels qui se posent à l'Union européenne. Au niveau national, ça voudrait dire au minimum des indicateurs d'inégalité sociale qui aujourd'hui ne sont pas connus par la représentation nationale, donc 3 ou 4 indicateurs simples d'inégalité sociale pour voir comment elles se portent et comment elles évoluent. Ensuite, des indicateurs de préservation
du patrimoine national, entendu aussi comme patrimoine naturel, donc de biodiversité, d'écosystèmes, etc. Et puis, on pourrait imaginer aussi qu'on s'interroge sur l'empreinte écologique de la France en dehors de nos frontières. La France est un pays qui a certes un rayonnement culturel, mais aussi une empreinte écologique très large, et on pourrait s'interroger là-dessus, par exemple. Bon. Et puis au niveau des villes, ça pourrait être évidemment la question de la santé, à commencer par celle des enfants, la question de la mobilité et de son caractère accessible ou pas, la question de la précarité énergétique, etc. Et puis au niveau des entreprises, évidemment, la question de savoir si on respecte ou pas la société qui vous donne la vie et qui permet que vous opériez, ou au contraire, est-ce qu'on la détruit? Donc des indicateurs de coopération ou de sécession par rapport aux pratiques de l'entreprise, à la fois en interne et en externe. Donc en fait, il y a plein d'indicateurs possibles à partir du moment où on a les idées claires sur le fait que sortir de la croissance, ça concerne absolument tous les niveaux de gouvernement. C'est sortir du profit pour les entreprises, c'est sortir de l'attractivité et de la discipline pour les villes, c'est sortir de la croissance et du PIB au niveau de l'État-nation, et c'est sortir de la discipline budgétaire en pourcentage de la croissance au niveau européen. Et à partir de là, au travail.